Shanghai, Exposition universelle 2010. Devant le pavillon français, les visiteurs assistent à un bien étrange ballet. Le petit nom de ce danseur high-tech, c'est Nao. Les capacités de ce robot mis au point par une société française ne se limitent pas à l'exécution de chorégraphies impeccables. Il a déjà des fonctions de reconnaissance vocale, il comprend quand on lui parle, de synthèse vocale, il peut vous parler, vous raconter des histoires dans 23 langues différentes. Il a des fonctions de communication, il peut se brancher en Wi-Fi ou par infrarouge ou par Bluetooth. Et puis il a un ordinateur de bord qu'on peut facilement programmer. Nao a été doté de 25 muscles et de nombreux capteurs. Des émetteurs-récepteurs infrarouges au niveau des yeux, une caméra à la place de la bouche, une autre au niveau du front, 4 micros répartis tout autour de la tête, des sonars sur le torse, des capteurs de pression sous les pieds et pour parler, 2 haut-parleurs à la place des oreilles. Veux-tu que je fasse autre chose ? Depuis la commercialisation du robot en 2008, près de 1000 exemplaires ont été vendus. Avec un prix s'élevant à 12 000 € pour les modèles les plus sophistiqués, Nao occupe un secteur bien spécifique sur le marché des robots. Vous avez 2 types de produits qui existent sur le marché. Il y a des robots de grande taille qui sont très sophistiqués comme le Asimo de Honda ou les robots de Toyota qui sont des machines fantastiques mais qui coûtent en millions d'euros. Et puis il y a l'alternative qui est des entreprises qui font des robots plutôt du domaine ludique, plutôt des jouets, donc qui sont pas très chers, il y en a à partir de 100 € mais qui font pratiquement rien. Mais si vous voulez un robot qui soit à la fois accessible et à la fois qui soit suffisamment puissant pour explorer la robotique, il n'y en a pas. Il y en avait 2 dans le marché, l'Aibo de Sony, le chien de Sony, et le nôtre. Nao a été conçu pour être accessible et facilement programmable, de façon à ce que le plus de scientifiques possible l'utilisent dans leurs travaux et contribuent à améliorer ses performances. Par exemple, ici à Bordeaux, ces chercheurs s'intéressent à la meilleure façon d'apprendre à un robot à reconnaître de nouveaux objets. Un exercice en apparence simple, mais qui n'a rien d'évident, car on ne s'adresse pas à un robot comme à un jeune enfant. Un enfant va apprendre des mots nouveaux en regardant les objets qu'on lui montre. Pour un robot, c'est compliqué. Et si par exemple on lui montre avec le doigt un objet, eh bien très souvent, par exemple, il ne va même pas voir le doigt parce qu'il a un champ de vision très différent du nôtre et nous on comprend mal son champ de vision. Il est donc indispensable de développer des outils permettant à l'homme et à la machine de se comprendre. Ces interfaces doivent être utilisables par le plus grand nombre. Donc, les technologies qu'on développe, on doit les faire essayer à monsieur tout le monde. Aujourd'hui, les chercheurs testent 2 interfaces auprès du grand public. Dans un environnement rappelant celui d'une maison, ils demandent à des non-spécialistes d'essayer de se faire comprendre du robot. Mais n'oubliez pas que la communication est un phénomène. Première interface testée, une télécommande pour diriger le robot et un pointeur laser pour désigner l'objet qu'il doit apprendre à reconnaître. On peut imaginer avoir un robot chez soi et vouloir lui montrer que ça c'est une balle avec laquelle il peut jouer, ou ça, je sais pas, c'est un journal qu'il faut aller nous rapporter, etc. N'hésitez pas à encercler plusieurs fois. Ballon. Deuxième test, il s'agit cette fois d'utiliser un smartphone pour déplacer le robot et guider son regard. Il y a un certain nombre de personnes qui ont de l'appréhension, qui nous disent d'entrée de jeu, ah, moi ça j'y connais rien, je vais pas y arriver, etc. Mais au final, tout le monde y arrive assez bien, c'est assez intéressant pour nous. Toutefois, selon les premiers résultats, les personnes testées semblent mieux réussir à interagir avec le robot à l'aide du smartphone qu'avec le pointeur laser. Changement de décor. Cette fois, nous sommes à Paris. Ces chercheurs travaillent sur la gestuelle du robot. Ce qu'on essaie de faire, c'est que le robot puisse avoir ses gestes expressifs. Donc, faire des gestes amples, faire des gestes assez compliqués, ce qu'on appelle des gestes iconiques, qui représentent des objets, des images. Hi, I'm Poppy. Plus généralement, les scientifiques de cette équipe s'intéressent à la communication non verbale, c'est-à-dire à toutes ces informations que l'on ne dit pas, mais que l'on transmet à son interlocuteur par une attitude, une expression du visage ou encore un geste. Pour leurs travaux, ils se servent d'agents virtuels comme ce personnage, Greta, auquel ils cherchent à donner une expression et des gestes cohérents avec le discours prononcé. On donne en entrée les informations que doit dire l'agent. Donc ici, là, il va y avoir le texte qui va être augmenté des intentions communicatives. L'état émotionnel, ici, ça va être le désespoir.
This city in Shekwan was completely devastated by the earthquake in May 2000s and very few buildings. Le programme Greta, développé depuis 10 ans, a été adapté pour piloter la gestuelle du robot et améliorer ses talents de conteur. Voilà bien longtemps, un soir de printemps, 3 petits morceaux de nuit se détachèrent du ciel et tombèrent sur terre. On a pu se rendre compte qu'il y avait certains gestes qui étaient faits avec moins d'expressivité. Parce que le robot, c'est une représentation physique réelle, il a des articulateurs qui ont une certaine dynamique, qui ne peut donc pas faire avec n'importe quelle vitesse, comme peut faire notre agent virtuel. Là, lui, il n'a pas du tout de limite. De plus, le robot doit maintenir tout en son équilibre, donc dès qu'il fait un mouvement, il a des calculs internes pour s'assurer qu'il ne tombe pas, etc. Des contraintes qui imposent de modifier ou simplifier certains gestes tout en conservant la signification. Ainsi, en travaillant sur la gestuelle de Nao, les chercheurs espèrent aussi en apprendre davantage sur la communication humaine. Je ne suis pas en colère. Qu'est-ce qui t'énerve comme ça? Dans ce laboratoire, à Orsay, on tente d'apprendre au robot à cerner l'état émotionnel de son interlocuteur uniquement au son de sa voix. Tu as l'air heureux. Bravo Nao. À terme, le but est d'adapter le comportement du robot en fonction des situations. Je peux détecter la colère, la tristesse et la joie, ou si tu n'exprimes pas d'émotion. Pour apprendre à reconnaître une émotion, les scientifiques doivent étudier très précisément les caractéristiques d'une voix triste, énervée ou joyeuse. Les travaux antérieurs menés à partir de phrases prononcées par des acteurs se sont avérés peu probants car les intonations restaient trop artificielles. Les chercheurs ont donc décidé de partir de réactions plus spontanées en situation réelle. Autrement dit, ils se sont fait chasseurs d'émotions vraies. On essaie de construire des systèmes pour induire des émotions. Voilà. Et donc l'utilisation du robot pour nous, elle est très intéressante dans ce cadre-là. Voici donc un exemple où on va mettre en interaction 2 enfants autour d'un jeu. C'est quoi, E.T.? C'est un extraterrestre. Et le robot qui comprend ou ne comprend pas va induire chez eux des sentiments d'énervement, un peu de frustration. Mais pourquoi ils téléphonent à la maison? Pour les appeler, pour qu'ils viennent le chercher. Donc là, on voit qu'ils sont un peu énervés. Autre moyen pour collecter des émotions spontanées, utiliser des enregistrements réalisés dans des centres d'appel téléphoniques. Ces différents enregistrements sont méticuleusement analysés. Les chercheurs tentent d'en extraire les caractéristiques qui différencient chaque type d'état émotionnel. Les grandes différences vont être liées au rythme, à l'intensité de la voix et au timbre de la voix. Donc nous, on est sur des prédictions de 75% à peu près de détection, par exemple de la colère ou de la joie dans des stimuli. On ne sera jamais à 100% non plus, ce qu'il faut comprendre. On n'est pas sur des systèmes qui feront du 100%, puisqu'en fait, on va comparer les performances qu'ont ces systèmes avec la perception humaine, qui, elle, pas non plus de 100% pour détecter les émotions. Pendant que les chercheurs travaillent à améliorer les performances de Nao, son grand frère, Roméo, est sur le point de voir le jour. Avec son mètre 35 et une force suffisante pour aider une personne à se relever, ce nouveau robot devrait mettre à profit l'expérience de Nao. Donc on va les rendre complètement compatibles. Vous pouvez avoir un Nao, vous utilisez Nao pour explorer, programmer, et quand tout fonctionne bien, quand tout est au point, tout est opérationnel, vos applications, à ce moment-là, vous les uploadez, vous les chargez sur Roméo, et ça doit marcher de la même façon, de façon compatible, avec la transposition en fonction de la taille, des gestuels, des interactions. Reste une question, depuis le temps qu'on nous en parle, quand verrons-nous ces robots dans notre quotidien? Sur ce sujet, les avis sont partagés. Moi, je pense que la robotique va arriver, d'assistance et utilitaire va arriver dans le grand public d'ici 2-3 ans. Pas plus que ça, mais au début, ça va être sur des fonctions assez ciblées, assez spécifiques. Donc, avoir un robot d'assistance à des personnes âgées qui va vraiment les aider dans la vie de tous les jours, c'est peut-être une dizaine d'années, une douzaine d'années. Il y a véritablement des obstacles scientifiques et technologiques absolument fondamentaux avant de voir ces robots, comme on les voit dans un certain nombre de films de science-fiction, avec lesquels on discute tous les jours, arriver dans notre quotidien. D'abord, tout simplement, des savoir-faire physiques. On est encore très loin d'avoir des robots capables d'attraper des objets avec leurs mains sans connaître ces objets à l'avance, qui puissent monter ou descendre les escaliers, qui puissent marcher dans un jardin et pas se casser la figure au moindre trou. Deuxième exemple, c'est tout simplement être pertinent socialement avec les humains qui entourent le robot.
Quand on aide quelqu'un, en particulier si c'est quelqu'un qui a besoin d'être accompagné dans son quotidien, eh bien, il faut comprendre ses intentions, son état émotionnel, son état d'esprit, savoir qu'à un moment donné, il ne vaut mieux pas le déranger. Pour un robot, ça pose des problèmes extrêmement compliqués et on est à des années, véritablement des années, de savoir les résoudre. Ton message a été envoyé. Dis-moi ce que tu veux que je fasse.